Inscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires captivantes. C'était une question d'équilibre, de marcher sur la ligne qui séparait qui j'étais de qui je pourrais devenir. Mes pieds glissaient prudemment sur la fine marque blanche du trottoir, les bras écartés comme un funambule novice, lorsque je vis Lucas pour la première fois. Il était là, à l'angle de la rue, son sac à dos jeté négligemment au sol, riant à quelque chose sur son téléphone avec une légèreté que je ne connaissais pas. C'est à cet instant, un pied en l'air, sur le point de perdre l'équilibre, que je compris. Ma vie avait été une ligne droite jusqu'à ce moment, et Lucas était la courbe que je ne savais pas que je cherchais. Je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, et jusqu'à ce jour de mars, je vivais comme si je suivais un scénario écrit par quelqu'un d'autre. Je me levais à 6 heures du matin, prenais une douche, enfilais l'uniforme impeccablement, repassé par ma mère, buvais un café sans sucre parce que le sucre ne va pas avec la discipline. Elle prenait le bus de 7h15, m'asseyait toujours à la même place, 3e rangée à droite, et arrivait au lycée 15 minutes avant la sonnerie. C'était ainsi tous les jours, depuis 3 ans. Mes notes étaient toujours excellentes. Mes professeurs me citaient en exemple de dévouement. Mes parents parlaient de moi avec fierté aux voisins. Mais à l'intérieur, je me sentais comme une page blanche jamais écrite. Il y avait un vide constant, comme si j'étais seulement une version bien élevée de qui je devrais être, mais pas celui que j'étais vraiment. Le lycée Saint-Antoine se trouvait au centre de la ville. Un vieux bâtiment de 3 étages avec des cours arborées et des couloirs qui résonnaient des pas pressés des élèves. Je connaissais chaque recoin, chaque professeur, chaque employé. C'était mon monde depuis 3 ans, prévisible et sûr. Mes matinées se déroulaient entre des cours de mathématiques avancées, de littérature classique et de chimie organique. J'absorbais tout facilement, mais sans passion. C'était comme manger sans savourer. Pendant les récréations, je m'asseyais souvent seul sous le figuier de la cour centrale, lisant un livre qui dépassait le programme obligatoire. Pas par arrogance, mais parce que j'avais besoin de remplir le temps avec quelque chose qui avait du sens. J'observais les autres groupes, les sportifs s'entraînant à jongler avec un ballon de foot, les filles de terminale discutant, du concours d'entrée à l'université, les plus jeunes courant et criant sans raison apparente. Tous semblaient avoir trouvé leur place, leur tribu, leur identité. Moi, j'étais l'éternel observateur, toujours en marge, toujours à analyser, jamais à participer. Mes parents, le docteur Eduardo et la professeure Elena, avaient des attentes claires pour mon avenir. Médecine ou ingénierie, université fédérale, études supérieures, une carrière solide garantissant stabilité financière et reconnaissance sociale. Gabriel a tout pour réussir, disait-il aux amis lors des dîners du dimanche. Il suffit qu'il reste concentré. Concentré. Ce mot résonnait constamment dans ma tête. Concentré sur quoi, exactement? Sur le fait de devenir une version plus efficace de ce que j'étais déjà? Notre maison reflétait parfaitement notre famille. Organisée, fonctionnelle, sans excès. Chaque objet avait sa place, chaque horaire sa fonction. Nous dînions à 19h, regardions le journal télévisé. Je montais faire mes devoirs. Mes parents corrigeaient des travaux universitaires. Les week-ends étaient consacrés à des études supplémentaires, des visites chez mes grands-parents, maternelles et parfois, un film éducatif au cinéma. Une routine qui fonctionnait parfaitement pour tout le monde, sauf pour cette partie de moi qui aspirait à quelque chose d'indéfinissable. C'est un mardi, après une journée identique à toutes les autres, que je décidai de faire quelque chose de différent sur le chemin du retour. Au lieu de rentrer directement par la Rua das Flores, je choisis l'Alameda dos Cipes, une rue résidentielle plus longue, mais bordée d'arbres anciens formant un tunnel vert au-dessus du trottoir. Il n'y avait pas de raison rationnelle à ce changement de trajet. C'était une impulsion, une petite rébellion contre la prévisibilité de ma vie. Le trottoir de l'Alameda dos Cipes était orné de lignes blanches, peintes séparant les dalles portugaises irrégulières. En 1900, les regardant, je me souvins de mon enfance, quand je jouais à l'équilibriste sur le bord du trottoir, prétendant être un artiste de cirque. Sans trop y penser, je commençais à marcher sur l'une des lignes, un pied devant l'autre, les bras écartés pour garder l'équilibre. C'était ridicule pour un adolescent de 17 ans, mais pour la première fois depuis longtemps, je faisais quelque chose juste parce que j'en avais envie, pas parce que c'était attendu ou nécessaire.
La concentration nécessaire pour ne pas sortir de la ligne était étrangement libératrice. Chaque pas demandait une attention totale, laissant peu de place aux pensées répétitives qui occupaient habituellement mon esprit. Pied droit, pied gauche, bras s'ajustant subtilement pour compenser chaque déséquilibre. Le monde se réduisait à cet instant, à cette ligne, à ce défi simple mais présent. C'est en arrivant à l'angle de l'Alameda et de la rue Acete de Setembro que je le vis. Lucas était adossé à un lampadaire, son sac à dos jeté négligemment au sol, son téléphone à la main riant à quelque chose sur l'écran. Mais ce n'était pas un rire retenu ou poli comme ceux auxquels j'étais habitué à la maison ou à l'école. C'était un éclat de rire sincère, spontané, qui semblait jaillir du fond de sa poitrine et se répandre sur tout son visage. Ses yeux se plissaient légèrement quand il riait, formant de petites rides au coin, et il y avait quelque chose de contagieux dans cette joie qui me fit m'arrêter. Il portait l'uniforme du même lycée que moi, mais d'une manière totalement différente. Sa chemise était légèrement froissée, les manches retroussées de façon irrégulière, la cravate desserrée d'une manière qui suggérait une désinvolture plutôt qu'un laisser-aller. Ses cheveux châtains étaient légèrement en désordre, comme s'il y avait passé la main distraitement, et il y avait quelque chose de naturel, d'authentique, dans cette nonchalance qui contrastait totalement avec mon apparence toujours impeccable. Quand il leva les yeux de son téléphone et me vit, toujours en équilibre précaire sur la ligne blanche, nos regards se croisèrent un instant qui parut bien plus long qu'il ne l'était réellement. Ses yeux étaient d'un brun profond, chaleureux, et il y avait en eux une curiosité bienveillante, comme s'il voulait sincèrement comprendre ce que je faisais. « Désolé », dis-je, perdant l'équilibre et posant un pied hors de la ligne. « Je ne voulais pas te déranger. »« Déranger quoi ?» répondit-il, rangeant son téléphone dans sa poche et me donnant toute son attention. « Tu t'entraînes pour le cirque ?» Il y avait une pointe de taquinerie dans sa question, mais elle n'était pas malveillante. C'était le genre de plaisanterie amicale auquel je ne savais pas répondre, car je participais rarement à des conversations spontanées avec des inconnus. Je sentis mes joues chauffer légèrement. « C'est un peu idiot, » répondis-je, mais j'essayais de marcher sur la ligne. Je faisais ça quand j'étais petit. « Ce n'est pas idiot, » dit-il, se détachant du lampadaire et s'approchant de moi. « Je peux essayer ?» La simplicité de sa question me désarçonna. Il n'y avait ni jugement ni besoin d'explication ou de justification. Il voulait juste participer. Je désignai la ligne blanche qui continuait sur le trottoir. Bien sûr. Lucas se plaça au début de la ligne, écarta les bras comme je l'avais fait et commença à marcher. Ses mouvements étaient moins calculés que les miens, plus intuitifs. Quand il commençait à perdre l'équilibre, il riait et se réajustait sans se soucier de tomber. Après quelques pas, il sortit, volontairement de la ligne et me regarda. « À ton tour, dit-il. Mais maintenant, on va faire une compétition. Celui qui va le plus loin sans tomber. » C'est ainsi que débuta notre première vraie conversation. Nous passâmes les 20 minutes suivantes à alterner entre tenter de garder l'équilibre sur la ligne et discuter de choses totalement aléatoires. Lucas me raconta qu'il venait de s'inscrire au lycée Saint-Antoine 2 semaines plus tôt, venant d'une école municipale de l'autre côté de la ville. Ses parents avaient obtenu une bourse pour lui grâce à ses excellentes notes en mathématiques, mais il avoua qu'il avait du mal à s'adapter. « Tout le monde ici semble savoir exactement ce qu'il fait, » dit-il en essayant de marcher à reculons sur la ligne. « Moi je cherche encore où est la bibliothèque. »« La bibliothèque est au 2e étage, » répondis-je automatiquement, 3e salle à droite après l'escalier principal. « Mais tu as raison. Tout le monde semble savoir ce qu'il fait. Parfois j'ai l'impression d'être le seul à ne pas savoir. » Il s'arrêta et me regarda avec une surprise sincère. « Sérieux ? Pourtant tu as l'air d'avoir tout sous contrôle. Je te vois toujours au premier rang, prenant des notes, répondant aux questions des profs. Ce n'est pas pareil que savoir ce que je fais, répondis-je, surpris par ma propre honnêteté. C'est juste suivre le scénario. » Lucas hocha la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire, et à cet instant, je ressentis quelque chose que je ne pouvais pas nommer. C'était comme si quelqu'un parlait enfin la même langue que moi, une langue que je ne savais même pas que j'essayais de parler. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes orangées qui se reflétaient sur les fenêtres des maisons le long de l'Alameda. Les arbres projetaient de longues ombres sur le trottoir,
Et pour la première fois depuis longtemps, je ne faisais pas attention à l'heure. Mes parents m'attendaient pour le dîner, mes devoirs de mathématiques avancées étaient dans mon sac, ma routine nocturne m'attendait. Mais je ne voulais pas que ce moment s'arrête. Je dois y aller, dit Lucas, ramassant son sac à dos. Ma mère va s'inquiéter si je rentre trop tard. Moi aussi, répondis-je, mais aucun de nous ne bougea immédiatement. Gabriel, c'est ça? Demanda-t-il. J'ai entendu la prof de chimie t'appeler aujourd'hui. Oui, Gabriel, confirmai-je. Et toi, c'est Lucas? Lucas, oui, répondit-il avec un sourire, et il y avait quelque chose dans sa façon de dire son propre nom qui le rendait différent de tous les noms que j'avais entendus. Tu rentres toujours par ici? La question portait une subtile lueur d'espoir, une suggestion que nos chemins pourraient se croiser à nouveau. Je sentis quelque chose remuer dans ma poitrine, une bonne anxiété, comme si j'étais sur le point de découvrir quelque chose d'important. Pas toujours, répondis-je. Mais je pourrais commencer. Son sourire s'élargit, et il me fit un signe de la main avant de partir dans la direction opposée. Je restai immobile à l'angle de la rue pendant quelques minutes, regardant sa silhouette s'éloigner jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Quand je commençais enfin à marcher vers la maison, je réalisais que quelque chose avait changé. Je ne pouvais pas définir exactement quoi, mais il y avait une légèreté dans mes pas qui n'était pas là le matin. Pendant le dîner, mes parents me posèrent des questions sur ma journée comme ils le faisaient toujours, et je répondis avec les généralités habituelles. Les cours s'étaient bien passés, les profs étaient satisfaits, mes devoirs étaient à jour. Mais pendant que je parlais, mon esprit était sur l'Alameda dos Ipes, dans le rire de Lucas, dans la facilité avec laquelle notre conversation avait coulé. C'était comme si j'avais découvert une nouvelle fréquence radio, une station qui jouait une musique que je ne savais pas que je voulais entendre. Cette nuit-là, en faisant mes devoirs de mathématiques, je me surpris à dessiner distraitement, dans les marges de mon cahier, de petites lignes droites qui se transformaient en courbes, des équations qui se perdaient dans des gribouillis sans sens. Pour la première fois, les chiffres et les formules semblaient moins importants que les pensées qui occupaient mon esprit. Le lendemain matin, je me réveillais avec une sensation différente. La routine matinale se déroula normalement. Douche, uniforme, café sans sucre, bus de 7h15. Mais il y avait une attente dans l'air, comme si la journée pouvait réserver quelque chose d'inattendu. Pendant les cours, je me surpris à regarder par la fenêtre, cherchant Lucas dans les couloirs, essayant de le repérer dans la cour pendant la récréation. C'est en cours d'éducation physique que je le revis. Il était assis dans les gradins de la salle de sport, dispensé de l'activité pour ne pas avoir apporté la tenue adéquate, lisant un livre que je reconnus comme étant de la science-fiction. Pendant que mes camarades jouaient au volley, je m'approchai de lui. « Bon livre ?» demandai-je en m'asseyant à côté de lui. « Très », répondit-il en fermant le livre pour me montrer la couverture. « Tu as déjà lu Asimov ?» Nous passâmes le reste du cours à parler de livres, découvrant une surprenante convergence dans nos goûts littéraires. Lucas lisait beaucoup, plus de science-fiction et de fantasy que moi, tandis que j'avais une préférence pour les classiques et la littérature contemporaine, mais nous avions un terrain commun que nous explorâmes avec un enthousiasme croissant. « Tu dois lire Fondation », dit-il. « Ça va complètement changer ta façon de penser l'avenir de l'humanité. » « Et toi, tu dois lire 100 ans de solitude », rétorquai-je. « C'est sur la manière dont le temps peut être circulaire plutôt que linéaire. » Quand la cloche sonna et que les élèves commencèrent à se diriger vers les cours suivants, Lucas me regarda avec une expression que je ne pus pas tout à fait déchiffrer. « Tu veux échanger des livres ?» demanda-t-il. « Je t'apporte Fondation demain si tu apportes Garcia Marquez. » Marché conclu, répondis-je, et nous scellâmes l'accord par une poignée de main qui dura une seconde de plus que nécessaire. Le reste de la journée passa dans une brume d'anticipation. Chaque cours semblait plus long que d'habitude, chaque professeur plus monotone. Chaque minute s'étirait jusqu'au moment où je pourrais revoir Lucas sur l'Alameda dos Ipes. Quand la dernière cloche sonna enfin, je quittai le lycée à pas plus rapide que d'habitude. Il était déjà là quand j'arrivai à l'angle de la rue, assis sur le bord du trottoir, un livre ouvert sur les genoux, mais il ne lisait « Passe ». Il semblait attendre, et quand il me vit, son visage s'illumina d'un sourire qui commençait déjà à m'évoquer une sensation de joie inexplicable. « Je pensais que tu ne viendrais pas », dit-il en se levant,
et en rangeant le livre dans son sac. « J'ai promis que je commencerais à rentrer par ici, répondis-je, et je tiens toujours mes promesses. »« Toujours ?» demanda-t-il, une pointe de taquinerie dans la voix. « Toujours, confirmai-je. C'est une de mes caractéristiques les moins intéressantes. » Lucas rit, et ce son me fit réaliser que j'avais fait une blague. Ce n'était pas quelque chose qui m'arrivait souvent, et la facilité avec laquelle il réagit me donna une confiance que je ne savais pas posséder. Nous commençâmes à marcher ensemble le long de l'Alameda, sans destination précise, simplement en profitant de la compagnie l'un de l'autre. La conversation coulait naturellement entre des sujets apparemment déconnectés, livres lus, films que nous voulions voir, théories sur pourquoi la nourriture de la cantine du lycée était si mauvaise, observations sur les profs et leurs particularités. Lucas avait une manière de voir le monde totalement différente de la mienne. Là où je voyais des structures et des motifs, il voyait des possibilités et de l'humour. Là où j'analysais et classifiais, il expérimentait et s'adaptait. C'était comme si nous regardions le même paysage à travers des lentilles différentes, chacun révélant des aspects que l'autre ne pouvait pas voir seul. « Tu as déjà pensé à faire quelque chose de totalement impulsif ?» demanda-t-il en donnant un coup de pied dans un caillou sur le chemin. « Défini impulsif, répondis-je. Pour moi, choisir un autre trajet pour rentrer est déjà assez radical. Genre, je ne sais pas, sécher un cours pour aller au cinéma, essayer une coupe de cheveux totalement différente, apprendre à jouer d'un instrument juste parce que ça semble cool. » Je réfléchis à la question un moment, essayant de me souvenir d'une fois où j'avais fait quelque chose sans en considérer d'abord les conséquences. « Non, admis-je. Je crois que je n'ai jamais rien fait de vraiment impulsif. Et toi ? » ?»« Tout le temps, » dit-il. « Parfois ça marche, parfois non, mais au moins c'est intéressant. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler de l'impulsivité, non pas comme une irresponsabilité, mais comme une façon de se connecter plus directement, et honnêtement à la vie, qui me fit remettre en question ma propre approche. Ma nécessité constante de planification et de contrôle m'empêchait-elle de vivre des expériences authentiques? Nous passâmes les jours suivants à nous retrouver sur l'Alameda dos Ipes, toujours sous prétexte d'échanger des livres ou de discuter de ce que nous avions lu, mais progressivement, nos conversations devinrent plus personnelles. Lucas me parla de sa famille, une mère infirmière, un père mécanicien, une petite sœur qui adorait dessiner, et de la difficulté de changer d'école, non seulement sur le plan académique, mais aussi social. « Tout le monde ici a déjà ses groupes formés, » expliqua-t-il, « et je suis un peu bizarre pour les standards de l'école. Je ne viens pas d'une famille riche, je ne veux pas faire médecine, je ne joue pas bien au foot. »« Tu n'es pas bizarre, » répondis-je sans réfléchir. « Tu es authentique. » Il me regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à ce genre de remarque de ma part. « Merci, » dit-il simplement, mais il y avait quelque chose dans sa voix qui suggérait que mon opinion comptait pour lui. Je commençais à parler de mon propre sentiment de décalage, de comment je me sentais comme un acteur jouant un rôle que je n'avais pas choisi. Lucas écoutait avec une attention sincère, posant des questions qui me forçaient à exprimer des sentiments que je ne savais même pas avoir. « Tu as déjà essayé d'en parler à tes parents ?» demanda-t-il, après que j'eus expliqué mon anxiété face à l'avenir qu'on planifiait pour moi. « Comment je pourrais expliquer ?» répondis-je. « Ils ont beaucoup sacrifié pour m'offrir les opportunités que j'ai. Comment je leur dis que je ne suis pas sûr de vouloir en profiter comme ils l'attendent ? » « Peut-être qu'ils comprendraient plus que tu ne le penses, » suggéra Lucas. « Parfois les parents veulent juste qu'on soit heureux, même s'ils l'expriment de manière étrange. » C'était une perspective que je n'avais pas envisagée, et la simplicité avec laquelle il la présenta me fit réaliser que je compliquais peut-être quelque chose qui pouvait être plus direct. Une semaine après notre première rencontre, Lucas fit une suggestion qui changerait tout. « Tu veux faire quelque chose de différent aujourd'hui ?» demanda-t-il alors que nous marchions sur l'Alameda. « Au lieu de juste parler ici, on essayait quelque chose de nouveau. »« À quoi tu penses ?» demandai-je curieux mais prudent. « Il y a une nouvelle boutique de glace sur la rue Adas Palmeiras, » dit-il. « On pourrait y aller, essayer des parfums bizarres, parler de choses qu'on ne discuterait pas normalement. » La suggestion était simple, mais pour moi elle représentait une rupture significative dans ma routine.
Mes parents attendaient que je rentre à une heure précise. J'avais des devoirs à faire, un ordre établi qui serait perturbé. Je ne sais pas, hésitai-je. D'habitude, tu fais la même chose tous les jours, interrompit Lucas doucement. Mais ça ne doit pas être comme ça pour toujours. Il y avait un défi dans sa voix, mais aussi une promesse. La promesse que quelque chose d'intéressant pourrait arriver si j'acceptais de sortir de ma zone de confort, même pour une après-midi. D'accord, dis-je enfin, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. Allons à la boutique de glace. Le sourire qui s'étendit sur le visage de Lucas valait toutes les inquiétudes. La boutique de glace, Gelato & Compagnia, se trouvait dans une rue que je traversais tous les jours depuis 3 ans, mais que je n'avais jamais vraiment remarquée. Elle était petite, avec seulement 6 tables rondes et des chaises colorées disposées sans trop d'ordre, des murs peints en bleu clair, et une vitrine remplie de parfums aux noms comme Soupir de grand-mère et Chocolat rebelle. Lucas poussa la porte vitrée et nous entrâmes ensemble, la clochette de l'entrée annonçant notre arrivée. Première règle, dit-il en s'approchant du comptoir, pas de parfums évidents, pas de chocolat, de vanille ou de fraises. On doit essayer quelque chose qu'on n'a jamais mangé avant. La jeune fille derrière le comptoir, une adolescente d'une 20aine d'années aux cheveux roses et au sourire communicatif, nous proposa des cuillères, de dégustation de parfums aux noms exotiques, lavande et miel, fromage et confiture de goyave, basilic et citron sicilien. Chaque cuillerée était une surprise, certaines agréables, d'autres douteuses, mais toutes intéressantes. « C'est affreux », dit Lucas après avoir goûté quelque chose appelé romarin et chocolat blanc, faisant une grimace qui me fit éclater de rire, un rire sincère qui jaillit sans permission et résonna dans la petite boutique. « Tu devrais voir ta tête, répondis-je, riant toujours. On dirait que tu viens de mordre dans un citron. »« À ton tour, » dit-il me tendant une cuillère du même parfum. Le courage, c'est de partager les mauvaises expériences. J'acceptai le défi et compris immédiatement sa réaction. La combinaison était étrange, presque médicinale, mais il y avait quelque chose d'amusant à partager cette mauvaise expérience qui la rendait meilleure. Nous finîmes par commander des parfums moins audacieux. J'optai pour dulce de lèche et fleur de sel, et lui pour coco et gingembre, et nous nous assîmes à une table près de la fenêtre. Le soleil de l'après-midi créait un motif de lumière et d'ombre sur le sol, et pour la première fois depuis longtemps, je ne pensais ni aux horaires ni aux responsabilités. « Je peux poser une question personnelle ?» dit Lucas après quelques minutes de silence confortable. « Vas-y !» répondis-je, curieux de savoir ce qu'il considérait comme trop personnel pour nos conversations précédentes. « Tu es déjà tombé amoureux de quelqu'un ?» La question me prit au dépourvu. Je réfléchis aux rares interactions romantiques que j'avais eues, quelques flirts timides avec des camarades de classe, un baiser maladroit à une fête d'anniversaire en première année, des coups de cœur adolescents qui n'avaient jamais évolué en quelque chose de significatif. « Non, » répondis-je honnêtement, « pas comme les gens décrivent l'amour. »« Et toi ?»« Une fois, » dit-il, remuant sa glace avec la petite cuillère, « l'année dernière, dans mon ancienne école. C'était un garçon de ma classe, Daniel. Je pensais ressentir quelque chose de spécial pour lui, mais j'ai fini par réaliser que c'était plus de l'admiration que de l'amour. Il avait cette confiance que je voulais avoir. La facilité avec laquelle Lucas parla d'avoir ressenti quelque chose pour un autre garçon me surprit, non pas à cause de la chose elle-même, mais par sa naturalité. C'était comme si c'était la chose la plus normale du monde, sans drame ni explications inutiles. « Comment tu savais, » demandai-je, « que tu ressentais quelque chose pour lui ?» Je trouvais des excuses pour lui parler, expliqua-t-il. Je faisais attention à des détails idiots, comme la marque de ses baskets ou la façon dont il tenait son stylo. Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un et que soudain, le monde devient plus intéressant? J'acquiesçais même si je n'étais pas sûr de vraiment comprendre. Mais quelque chose dans sa description résonnait avec des sensations que je commençais à reconnaître en moi-même. « Et maintenant ?» demandai-je. « Tu ressens ça pour quelqu'un ?» Lucas me regarda un instant plus longtemps que d'habitude, comme s'il décidait s'il devait répondre ou non. « Peut-être, » dit-il finalement. « Je suis encore en train de le découvrir. » Il y avait quelque chose dans sa manière de parler,
dans la façon dont ses yeux rencontrèrent les miens et y restèrent, qui me donna une sensation étrange dans l'estomac. Ce n'était pas de l'inconfort, mais une sorte de reconnaissance de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Nous passâmes encore 1 heure dans la boutique de glace, parlant de tout et de rien. Lucas me raconta son ancienne école, comment c'était différent d'étudier dans une institution publique où les ressources étaient limitées, mais où la créativité des professeurs compensait beaucoup de choses. Il parla de son rêve d'étudier l'astronomie, de comment il passait des nuits entières dans le jardin de sa maison, à regarder les étoiles avec un télescope qu'il avait construit avec des pièces achetées dans une casse. Mes parents pensent que c'est une perte de temps, expliqua-t-il. Ils disent que ça ne rapporte pas d'argent, que je dois penser à quelque chose de plus pratique. Mais quand je regarde le ciel, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de plus grand, tu vois, comme si on faisait partie d'une histoire bien plus vaste. Cette passion sincère pour quelque chose qui transcendait les attentes, pratique me fascinait. J'essayais d'imaginer ce que ce serait d'avoir une vocation si claire, un appel qui venait de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. « Tu as déjà montré tes observations à quelqu'un » demandai-je. « Non, répondit-il. En fait, tu es la première personne à qui j'en parle sérieusement. » Je me sentis honoré par cette confiance, mais aussi responsable. C'était comme s'il m'avait confié quelque chose de précieux et de fragile, un rêve qu'il fallait manipuler avec soin. Quand nous quittâmes enfin la boutique de glace, le soleil se couchait et les rues commençaient à se vider. Lucas suggéra que nous marchions jusqu'à la place centrale avant de rentrer, et j'acceptais même en sachant que je serais en retard pour le dîner. La Praça Dom Pedro II était le cœur de la ville, un espace arboré avec des bancs en bois, un kiosque ancien au centre et une fontaine qui ne fonctionnait jamais correctement. Le soir, elle était principalement fréquentée par des couples d'amoureux et des groupes d'adolescents qui n'avaient nulle part ailleurs où aller. Nous choisîmes un banc à l'écart des autres et nous assîmes côte à côte, observant le mouvement lent de la place. « Merci », dis-je après quelques minutes de silence. « Pourquoi » demanda Lucas. « Pour m'avoir montré qu'il y a une autre façon de passer l'après-midi, » répondis-je. « Pour m'avoir fait goûter des parfums de glace bizarres, pour m'avoir aidé à sortir de ma routine. » « Tu n'as pas à me remercier pour ça, dit-il. C'était amusant pour moi aussi. En fait, ça a été la meilleure partie de mes journées depuis que j'ai emménagé ici. » Il y avait une sincérité dans sa voix qui me fit le regarder plus attentivement. Dans la pénombre, son visage était partiellement éclairé par la lumière jaunâtre des lampadaires de la place, créant des ombres douces qui soulignaient la ligne de sa mâchoire et la courbe de ses lèvres. Je réalisais que je faisais attention à des détails que je n'avais jamais remarqués auparavant, la façon dont ses sourcils se fronçaient légèrement quand il réfléchissait, comment ses yeux devenaient plus sombres quand il parlait de quelque chose d'important. « Gabriel, » dit-il, et il y avait quelque chose de différent dans le ton de sa voix. « Je peux te dire quelque chose. Bien sûr. Quand je t'ai vu ce premier jour, marchant sur la ligne du trottoir, j'ai pensé que tu étais la personne la plus intéressante que j'avais vue depuis longtemps. »« Intéressant » demandai-je surpris. « Je suis littéralement la personne la plus prévisible du monde. »« Non, » dit-il en secouant la tête. « Tu t'efforces beaucoup d'avoir l'air prévisible. Mais il y a quelque chose en toi qui est différent, comme s'il y avait une version de toi qui attendait de sortir et parfois, je vois des éclairs de cette version. » Ces mots me touchèrent d'une manière que je n'avais pas anticipée. C'était comme s'il voyait quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir, une possibilité que je ne savais pas exister. « Quel genre d'éclair » demandai-je, curieux de sa perception. « Comme quand tu as ri dans la boutique de glace, » expliqua-t-il, « ou quand tu fais une remarque amusante sur les profs, ou quand tu t'emballes en parlant d'un livre que tu as aimé. À ces moments-là, tu sembles plus toi. » Nous restâmes silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. La place se vidait progressivement, les dernières familles avec de jeunes enfants rentrant chez elles, les vendeurs ambulants rangeant leurs stands. Il y avait une intimité dans ce moment, une sensation que nous étions dans notre propre bulle, séparés du reste du monde. « Lucas, dis-je, sans savoir exactement ce que je voulais dire, tu as changé quelque chose en moi. » « Comment ça ? Je ne sais pas l'expliquer correctement, admis-je. Mais depuis qu'on a commencé à parler, je pense à des choses auxquelles je n'avais jamais pensé avant, sur qui je suis, ce que je veux, comment vivre différemment sans autant de contrôle.
C'est bien ou mal? Effrayant, répondis-je honnêtement, mais bien aussi. Lucas se tourna sur le banc pour me faire face directement, et je réalisai que nous étions plus proches que je ne l'avais perçu. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur subtile de son savon, voir les petites taches de rousseur qui parsemaient en son front. Tu n'as pas à avoir peur, dit-il doucement, d'être qui tu es vraiment. Et si je ne sais pas qui je suis vraiment? Alors tu le découvres, répondit-il, petit à petit. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa manière de parler, dans la confiance calme qu'il dégageait. J'eus une envie étrange de me rapprocher encore plus, de réduire la distance entre nous, de toucher son visage du bout des doigts. C'est alors que je compris ce qui se passait. Cette sensation dans l'estomac, l'attention portée aux détails de son visage, la façon dont mon cœur s'accélérait quand il me regardait directement, je tombais amoureux de Lucas. La découverte fut si claire et soudaine qu'elle me coupa le souffle un instant. « Ça va ?» demanda-t-il, remarquant mon expression. Commençai-je, mais je ne pus finir ma phrase. Comment expliquer que je venais de découvrir quelque chose sur moi-même qui changeait tout? Lucas se pencha légèrement vers moi, étudiant mon visage avec inquiétude et curiosité. « Qu'est-ce qu'il y a ?» insista-t-il doucement. « Je crois que je commence à comprendre, dis-je finalement. Ce que tu voulais dire par ressentir quelque chose pour quelqu'un. » Ses yeux s'illuminèrent de compréhension, et je vis quelque chose changer dans son expression. L'inquiétude céda la place à quelque chose de plus doux, de plus prometteur. « Gabriel ?» dit-il mon nom comme si c'était une question. « Oui. »« Je peux essayer quelque chose ?» J'acquiesçai, même sans savoir exactement ce qu'il avait en tête. Lucas s'approcha lentement, me laissant le temps de reculer, si je le voulais, mais je ne bougeais pas. Quand ses lèvres touchèrent les miennes, ce fut comme si toutes les lumières de la place s'intensifièrent d'un coup. Le baiser fut doux, hésitant au début, comme si nous apprenions un nouveau langage ensemble. Ses lèvres étaient tendres et chaudes, et il y avait une douceur en elles qui n'avait rien à voir avec la glace que nous avions mangée. Je sentis ses mains toucher doucement mon visage, et instinctivement, je posai les miennes sur son cou, sentant la chaleur de sa peau sous mes doigts. Quand nous nous séparâmes, nous restâmes immobiles l'un face à l'autre, respirant un peu plus vite que d'habitude, assimilant ce qui venait de se passer. C'était, commençai-je, différent de ce que j'imaginais, termina Lucas en souriant. Meilleur ou pire? Bien meilleur. Nous rîmes ensemble, un rire nerveux et heureux qui dissipa une partie de la tension du moment. Je réalisai que mes mains étaient toujours sur son cou, et les siennes touchaient encore mon visage, comme si aucun de nous ne voulait rompre le contact physique. « Alors c'est ça ?» demandai-je. « On s'aime ?»« On dirait bien, » répondit-il, « si ça te va. Je suis plus qu'ok, admis-je. Je suis un peu terrifié, mais ok. Pourquoi terrifié? Parce que c'est nouveau pour moi, expliquai-je. Je n'ai jamais rien ressenti de tel avant. Et aussi parce que je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Maintenant, on continue d'être amis, dit Lucas. Mais on peut aussi être plus que ça, si on veut. La simplicité avec laquelle il présenta les choses me calma. Il n'y avait pas besoin de drame ou de complications inutiles. Nous pouvions simplement laisser les choses évoluer naturellement. « Je veux », dis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. « Moi aussi », répondit-il, et nous nous embrassâmes à nouveau, cette fois avec moins d'hésitation et plus de certitude. Les jours qui suivirent furent comme vivre dans deux mondes à la fois. Pendant les cours, je gardais ma posture habituelle, concentré, participatif, exemplaire. Mais il y avait un courant souterrain d'excitation qui coulait sous toute cette routine normale. Chaque fois que je croisais Lucas dans les couloirs, nous échangions des regards chargés d'une nouvelle intimité. Quand il posait une question, en classe je faisais attention non seulement au contenu, mais aussi au son de sa voix, à la manière dont il gesticulait en parlant. Nos rencontres sur l'Alameda d'Ossipes devinrent le point culminant de mes journées. Nous continuions à parler de livres, d'école, de rêves et de peurs. Mais il y avait maintenant un élément physique qui se développait progressivement. Nous commençâmes à marcher main dans la main, puis vint l'habitude de Lucas de passer son bras autour de mes épaules pendant que nous marchions. De petits gestes d'affection qui devinrent naturels sans que nous ayons besoin d'en discuter ou de les planifier. Un après-midi, 3 semaines après notre premier baiser,
Lucas m'emmena dans un endroit qu'il avait découvert, un petit belvédère au sommet d'une colline à la périphérie de la ville. Il fallait marcher 20 minutes sur un sentier escarpé, mais la vue du sommet en valait la peine. De là, nous pouvions voir toute la ville s'étendre en contrebas, les lumières commençant à s'allumer dans le crépuscule. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de réfléchir, expliqua-t-il alors que nous nous asseyions sur une pierre plate qui servait de banc naturel. Ça aide à mettre les choses en perspective. À quoi as-tu eu besoin de réfléchir? Dernièrement? Demandai-je. À nous, répondit-il honnêtement. À la vitesse à laquelle les choses ont changé, à ce que je ressens quand je suis avec toi. Et comment tu te sens? Lucas resta silencieux un moment, regardant la ville en contrebas, comme s'il cherchait les mots justes parmi les lumières qui s'allumaient. Complet, dit-il enfin, comme si une partie de moi qui manquait toujours était soudain à sa place. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Il y avait une sensation d'emboîtement, comme si nous étions deux pièces d'un puzzle qui avaient enfin trouvé leur position correcte. J'ai parfois peur, confessai-je, que ce soit trop beau pour durer. Pourquoi ça ne durerait pas? Demanda-t-il en se tournant pour me regarder. Parce que je n'ai jamais eu quelque chose comme ça avant, expliquai-je, et je ne sais pas comment faire pour que ça fonctionne. Tu n'as pas besoin de savoir, dit Lucas en prenant ma main. Personne ne sait au début. On découvre ensemble. Il y avait une sagesse pratique en lui qui me surprenait toujours. Là où je voyais des problèmes potentiels et des complications futures, il voyait des opportunités de croissance et de découverte. Être avec lui m'apprenait à me détendre un peu, à faire davantage confiance au processus. Quand la nuit tomba complètement et que les étoiles commencèrent à apparaître, Lucas me montra quelques constellations qu'il connaissait. Il pointait des groupes d'étoiles et racontait les histoires mythologiques qui leur étaient associées, sa voix douce dans l'obscurité, nos corps proches partageant de la chaleur. Celle-là, c'est Andromède, dit-il en désignant une région du ciel qui pour moi ressemblait à toutes les autres, la princesse enchaînée sauvée par Persée. Comment arrives-tu à voir des dessins dans les étoiles? Demandai-je. Pour moi, ce ne sont que des points lumineux éparpillés au hasard. C'est une question d'entraînement, expliqua-t-il, et de savoir quelles histoires chercher. Tu veux que je t'apprenne? Nous passâmes l'heure suivante avec Lucas guidant mon regard à travers les constellations, sa main sur la mienne, tandis que nous pointions différentes régions du ciel. Il y avait quelque chose de profondément intime dans ce partage de connaissances, dans la manière dont il m'introduisait à un monde qui était entièrement le sien. Maintenant, tu dois choisir une constellation pour être la tienne, dit-il quand nous eûmes terminé notre voyage céleste. Comment ça? C'est une tradition que j'ai inventée, expliqua-t-il en riant. Chaque personne importante dans ma vie reçoit une constellation. Comme ça, chaque fois que je regarde le ciel, je pense à elle. L'idée me toucha profondément. Être considéré comme suffisamment important pour avoir ma propre constellation dans l'univers personnel de Lucas semblait être un cadeau précieux. Laquelle choisirais-tu pour moi? Demandai-je. Lucas observa le ciel pendant quelques minutes, comme s'il évaluait soigneusement les options. La balance, dit-il enfin. La constellation de l'équilibre. À cause de mon obsession à marcher sur la ligne du trottoir? Non, répondit-il. À cause de la manière dont tu équilibres pensée et sentiment, raison et émotion. Tu analyses tout, mais quand tu décides de suivre ton cœur, tu le fais complètement. C'était une observation plus profonde sur moi que je ne m'y attendais, et cela me fit réaliser que Lucas faisait attention à des aspects de ma personnalité que je n'avais moi-même pas remarqués. Et la tienne, c'est laquelle? Demandai-je. Le Sagittaire, répondit-il sans hésiter, l'Archer. Toujours en train de viser quelque chose de lointain, toujours en mouvement. Nous nous allongeâmes sur la pierre, regardant le ciel et discutant de nos projets d'avenir, de nos peurs du présent, de nos souvenirs du passé. Il y avait une facilité dans ces conversations que je n'avais jamais expérimentée avec personne. Avec Lucas, je pouvais parler de n'importe quoi, sans peur de jugement ou d'incompréhension. C'est lors d'une de ces nuits au belvédère qu'il me confia quelque chose qui changea ma perspective sur notre relation. Ma famille va déménager, dit-il soudain, interrompant une conversation sur les livres. Quoi? Demandai-je en me redressant brusquement. Quand? À la fin de l'année scolaire, expliqua-t-il. Mon père a trouvé un meilleur emploi dans une ville de l'intérieur. C'est une bonne opportunité pour lui et
Ma mère pense que ce sera mieux pour nous tous. J'eus l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. La possibilité que Lucas sorte de ma vie ne m'avait jamais traversé l'esprit, et le choc de la nouvelle me laissa temporairement sans voix. Il reste encore 4 mois, continua-t-il. Et je vais essayer de les convaincre de me laisser finir le lycée ici. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Tu as déjà essayé d'en parler avec eux? Oui, mais ils pensent que ce serait mieux que je parte avec eux. Commencer la dernière année dans une nouvelle école, m'adapter avant de penser au concours d'entrée à l'université. La logique de ses parents était sensée, mais cela n'atténuait pas la douleur que je ressentais à l'idée de continuer sans lui. Qu'est-ce qu'on fait? Demandai-je. On profite du temps qu'on a, répondit-il, et on espère que les choses s'arrangent de la meilleure façon possible. Cette nuit-là, en rentrant en ville, nous marchâmes en silence, la plupart du temps. Chacun traitait l'information à sa manière, mais je savais que nous pensions tous les deux à la même chose. Comment maintenir ce que nous avions construit s'il partait? Dans les derniers mètres avant de nous séparer pour rentrer chez nous, Lucas s'arrêta et m'attira pour un baiser plus intense que les précédents. Il y avait une urgence en lui, comme s'il essayait de communiquer quelque chose que les mots ne pouvaient exprimer. « Je ne veux pas perdre ça », dit-il quand nous nous séparâmes. « Je ne veux pas te perdre. »« Tu ne me perdras pas », répondis-je, espérant avoir l'air plus convaincu que je ne l'étais. On trouvera un moyen. Mais en rentrant seul chez moi, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont notre histoire, à peine commencée, faisait déjà face à son premier grand obstacle. La différence, c'était que maintenant, j'avais quelque chose à perdre, quelqu'un qui était devenu essentiel à mon bonheur. Et pour la première fois, je compris ce que signifiait vraiment aimer quelqu'un, ce mélange de joie intense et de peur profonde, la sensation que votre vie était devenue plus grande et plus fragile à la fois. Les 4 mois qui suivirent, la nouvelle du déménagement furent comme des montagnes russes d'émotionnel. Il y avait des jours où nous parvenions à oublier complètement la menace de la séparation, perdue dans notre bulle de bonheur adolescent. D'autres jours, la réalité pesait sur nous comme un nuage sombre, rendant chaque moment ensemble doux amer par la conscience de sa possible finitude. Lucas fit plusieurs tentatives pour convaincre ses parents de le laisser rester. Il présenta des arguments logiques sur l'importance de maintenir une stabilité en dernière année de lycée, rechercha des statistiques sur l'impact des déménagements sur les performances académiques, proposa même de vivre chez un parent éloigné. Mais ses parents, bien que compréhensifs, maintinrent leur décision. L'opportunité professionnelle de son père était trop belle pour être laissée passer, et il croyait sincèrement qu'il valait mieux que la famille reste unie. J'essayais d'aider de la seule manière que je connaissais, en étant le petit ami parfait. Je me consacrais à créer des souvenirs qui pourraient durer toute une vie, à être présent et attentif de manière à compenser le temps limité qu'il nous restait. J'emmenais Lucas visiter tous les endroits de la ville qui avaient une signification pour moi. Je lui racontais des histoires de mon enfance. Je lui présentais mes livres préférés, comme si je transmettais un héritage. C'est durant cette période que je pris une décision qui changerait notre dynamique pour toujours. Je décidai de parler de Lucas à mes parents. La conversation eut lieu un dimanche soir, après le dîner traditionnel avec mes grands-parents maternels. Mes parents étaient détendus, discutant des élèves de l'université et des projets qu'ils développaient. C'était le moment le plus proche de la décontraction que notre famille pouvait atteindre. « Papa, maman », commençai-je, sentant mon cœur s'accélérer. « J'ai quelque chose à vous dire. » Ils arrêtèrent de parler et me donnèrent toute leur attention, leurs expressions passant à cette gravité parentale que je connaissais bien. « Je sors avec quelqu'un », dis-je simplement, décidant que l'honnêteté directe était la meilleure approche. « C'est une bonne nouvelle, fiston », répondit ma mère avec un sourire. « C'est une fille de l'école? On la connaît? » « Ce n'est pas une fille, » répondis-je, sentant les mots sortir plus facilement que prévu. « C'est un garçon. Il s'appelle Lucas. » Le silence qui suivit sembla durer des heures, bien qu'il n'ait probablement duré que quelques secondes. Je vis mes parents échanger un regard rapide, assimilant l'information d'une manière que je ne pouvais déchiffrer. « Lucas ?» répéta mon père calmement. « Il étudie aussi à Saint-Antoine ?» « Oui », confirmai-je, surpris par la sérénité de sa réaction. « Il s'est transféré cette année. »« Et vous êtes ensemble depuis combien de temps ?» demanda ma mère, sa voix soigneusement neutre.
Quelques mois, répondis-je. Il est important pour moi. Mon père se renversa dans son fauteuil, étudiant mon visage avec la même attention qu'il consacrait aux travaux universitaires qu'il corrigeait. « Gabriel, dit-il enfin, tu es sûr de tes sentiments ? » « Oui, répondis-je sans hésiter. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Et comment te sens-tu par rapport à la nature de cette relation ? Demanda ma mère, cherchant clairement les mots justes. Je me sens bien, dis-je. Honnêtement, je me sens moi-même pour la première fois. Lucas me connaît d'une manière que personne d'autre ne connaît, et être avec lui a du sens d'une façon que je ne peux pas expliquer. Mes parents échangèrent un autre regard, et je vis quelque chose se résoudre entre eux à travers cette communication silencieuse que les couples développent au fil des années. Nous voulons le rencontrer, dit ma mère. S'il est important pour toi, il est important pour nous aussi. Le soulagement que je ressentis fut si intense qu'il me fit presque pleurer. Il n'y avait ni rejet ni drame, ni besoin de choisir entre ma famille et ma relation. Il n'y avait qu'une acceptation et une curiosité sincère pour cette personne qui était devenue centrale dans ma vie. « Il peut venir dîner avec nous dimanche prochain ?» demandai-je, plein d'espoir. « Bien sûr, répondit mon père, ce sera un plaisir de le rencontrer. » Quand je racontai à Lucas ma conversation avec mes parents, il fut aussi surpris que je l'avais été par leur réaction. « Ils veulent vraiment me rencontrer ?» demanda-t-il. « Ils ne font pas juste ça par politesse ?»« Ils veulent te rencontrer, confirmai-je. Mes parents ne font pas les choses juste par politesse. S'ils l'ont proposé, c'est qu'ils le pensent vraiment. » Le dîner du dimanche fut moins tendu que ce que nous avions craint. Lucas arriva à l'heure, à 19h pile, portant une chemise que je n'avais jamais vue auparavant et un petit pot de violettes pour ma mère. Ses cheveux étaient plus ordonnés que d'habitude, mais il n'avait pas complètement perdu sa décontraction naturelle. « Professeur Helena, docteur Eduardo » salua-t-il mes parents formellement. « Merci de m'accueillir chez vous. » Pendant le dîner, mes parents firent exactement ce à quoi je m'attendais. Ils posèrent des questions sur sa famille, ses projets académiques, ses centres d'intérêt. Mais au lieu de ressembler à un interrogatoire, la conversation coula naturellement. Lucas parla de son intérêt pour l'astronomie, et mon père, qui avait étudié la physique avant de passer à la santé, s'enthousiasma pour une discussion sur les télescopes et l'observation des planètes. « As-tu déjà envisagé de faire de l'initiation scientifique ?» demanda mon père. « J'ai un collègue au département de physique qui travaille sur l'observation astronomique. Ce serait incroyable, » répondit Lucas, les yeux brillants. « Mais je ne sais pas si mon école propose ce genre d'opportunité. »« On peut arranger ça, » intervint ma mère. « Il existe des programmes pour les élèves de différentes écoles. » Voir mes parents sincèrement intéressés à aider Lucas à développer sa passion pour l'astronomie me remplit d'une profonde gratitude. Ils ne se contentaient pas de tolérer ma relation. Ils accueillaient la personne que j'aimais, comme un membre de la famille. Après le dîner, pendant que ma mère préparait le café et que mon père rassemblait quelques livres qu'il pensait que Lucas pourrait aimer, nous restâmes seuls dans le salon pendant quelques minutes. « Tes parents sont incroyables, » dit Lucas à voix basse. « Ils ne sont pas du tout ceux à quoi je m'attendais. »« Tu t'attendais à quoi ?»« Je ne sais pas, » admit-il. « Peut-être plus de résistance, plus de questions difficiles sur notre relation. »« Il t'aime, » observai-je. « Mon père n'offre jamais de livres à des gens qu'il vient juste de rencontrer. »« Et toi ?» demanda-t-il. « Tu es content qu'il soit au courant ?»« Très, » répondis-je. C'est comme si un poids s'était enlevé de mes épaules. Je ne savais pas à quel point c'était difficile de garder le secret jusqu'à ce que je n'aie plus à le faire. Les semaines qui suivirent apportèrent une nouvelle dynamique à notre relation. Nous n'avions plus besoin d'être prudents sur les lieux où nous nous retrouvions ou d'inventer des excuses pour être ensemble. Lucas commença à venir chez moi pour étudier, à dîner occasionnellement avec ma famille, et même à aider mon père avec des projets de jardinage le week-end. Mais à mesure que la fin de l'année scolaire approchait, la réalité du déménagement imminent devenait impossible à ignorer. Lucas avait épuisé toutes les possibilités de rester en ville, et ses parents avaient déjà commencé les préparatifs pour le déménagement, prévu pour la première semaine de janvier. C'est en décembre, 3 semaines avant la date fixée pour le départ, que nous eûmes notre première grande dispute.
Nous étions au Belvédère, notre endroit spécial, quand Lucas mentionna incidemment qu'il avait commencé à correspondre avec des élèves de sa nouvelle école via les réseaux sociaux. C'est juste pour ne pas arriver complètement à l'aveugle, expliqua-t-il. Certains ont l'air sympas et au moins je connaîtrai quelques personnes avant le premier jour. La rationalité de son explication n'atténua pas la douleur que je ressentis en imaginant Lucas tissant de nouvelles relations, formant de nouvelles amitiés, peut-être trouvant quelqu'un qui pourrait prendre la place que j'occupais dans sa vie. C'est super, dis-je en essayant de paraître détaché. Ça rendra l'adaptation plus facile. Gabriel, dit Lucas, percevant quelque chose dans mon ton. Tout va bien? Bien sûr, répondis-je. Mais il y avait une froideur dans ma voix que je ne pouvais dissimuler. Je dis juste que tu fais bien. Te préparer pour ta nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes. De quoi tu parles? Demanda-t-il en se tournant. Pour me faire face. Pourquoi tu parles comme ça? Comme quoi? Rétorquai-je, sachant que j'étais injuste mais incapable de m'arrêter. Je suis d'accord avec toi, tu fais ce qu'il faut. Te préparer pour une nouvelle vie, rencontrer de nouvelles personnes. Tu es jaloux, dit Lucas, et ce n'était pas une question. Je ne suis pas jaloux, mentis-je. Je suis réaliste. Tu vas partir, commencer une nouvelle vie, rencontrer des gens qui seront là tous les jours. C'est normal que ça arrive. Que quoi? Insista-t-il. Que je t'oublie? Que je remplace ce qu'on a par autre chose? Tu le feras, dis-je, les mots sortant plus durs que prévu. Peut-être pas tout de suite, mais à terme. Et alors tout ça, je fis un geste vague entre nous, ne sera plus qu'un bon souvenir d'adolescence. Lucas resta silencieux un long moment, et quand il parla, sa voix était blessée. « C'est ce que tu penses de moi ?» demanda-t-il. « Que je suis le genre de personne qui oublie les gens importants quand ils ne sont plus là? Ce n'est pas à propos de qui tu es, répondis-je. C'est à propos de comment fonctionne la vie. Les gens passent à autre chose, surtout quand ils sont jeunes. Je ne veux pas passer à autre chose, dit-il fermement. Je ne veux pas t'oublier ou remplacer ce qu'on a. Je veux trouver un moyen de faire fonctionner ça même à distance. Et comment? Demandai-je, toute la frustration des dernières semaines explosant enfin. Des appels téléphoniques, des messages, des visites occasionnelles quand l'un de nous pourra voyager. Combien de temps ça durera avant que ça devienne épuisant? Je ne sais pas, admit Lucas. Mais je sais que je veux essayer. Et si ça ne marche pas? Insistai-je. Et si la distance est trop grande? Et si l'un de nous rencontre quelqu'un de plus proche, de plus disponible? Alors on gérera ça quand ça arrivera, répondit-il. Mais je ne vais pas abandonner avant même d'avoir essayé juste parce que j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Sa détermination me fit me sentir mesquin et lâche en comparaison. J'étais en train de créer des problèmes là où il n'y en avait peut-être pas, sabotant quelque chose de bien par peur que ça devienne mauvais à l'avenir. « Désolé, dis-je enfin. Je ne voulais pas me disputer avec toi. C'est juste que j'ai tellement peur de te perdre. Tu ne me perdras pas, répondit Lucas en s'approchant et en prenant ma main. Ça peut être différent, ça peut être plus difficile, mais tu ne me perdras pas. Nous nous embrassâmes là au Belvédère sous les étoiles qu'il m'avait appris à identifier. Et pendant un moment, je parvins à croire que l'amour suffirait à surmonter n'importe quel obstacle. Les derniers jours avant le départ passèrent dans un brouillard de despedidas anticipées et de promesses. Lucas passa Noël avec nous, dînant avec ma famille la veille, et échangeant des cadeaux le 25. Je lui avais acheté un livre sur l'astronomie trouvé dans une librairie spécialisée, avec des photographies détaillées de nébuleuses et de galaxies. Il m'offrit un petit télescope portable et une lettre qu'il me fit promettre de ne lire qu'après son départ. La despedida officielle eut lieu le 3 janvier, à la gare routière de la ville. Toute la famille de Lucas était là, entourée de valises et de cartons, une image visuelle concrète de la fin d'une époque. Mes parents avaient insisté pour venir se dire au revoir, et j'étais reconnaissant de leur présence, même s'ils essayaient d'être discrets pour nous laisser de l'intimité. Ce n'est pas un adieu, dit Lucas quand vint notre tour de nous dire au revoir. C'est juste un à bientôt plus long que d'habitude. Je sais, répondis-je en essayant de garder mon calme. Et tu m'appelleras dès que tu arriveras. Promis, dit-il, et tu me raconteras tout ce qui se passe ici, même les petites choses. Nous nous enlaçâmes longuement,
ignorant les gens autour de nous et les regards curieux. Il y avait tant de choses que je voulais dire, tant de promesses que je voulais faire, tant de peurs que je voulais partager. Mais les mots semblaient inadéquats pour le moment. « Je t'aime », dis-je enfin, la première fois que je prononçais ces mots à voix haute. « Je t'aime aussi », répondit-il, « et ça ne changera pas. » L'autobus arriva, et la famille de Lucas commença à monter à bord. Il me donna un dernier baiser, rapide et doux, puis suivit ses parents dans le véhicule. Il trouva une place près de la fenêtre et me fit signe tandis que l'autobus quittait la gare. Je restai immobile dans le terminal jusqu'à ce que le véhicule disparaisse complètement de ma vue. Les premiers mois furent exactement comme Lucas l'avait promis. Nous parlions tous les jours, soit par téléphone, soit par de longs messages détaillant chaque aspect de nos vies séparées. Il me racontait sa nouvelle école, les cours de physique plus avancés qu'il suivait, les camarades qu'il avait rencontrés et comment certains partageaient son intérêt pour l'astronomie. Je partageais les nouvelles de ma vie, les cours préparatoires au concours d'entrée à l'université que j'avais commencé, les nouveaux livres que je lisais, les petits changements dans la routine familiale. Mes parents demandaient régulièrement de ces nouvelles et envoyaient toujours leurs salutations par mon intermédiaire. Mais au fil des mois, de petites fissures commencèrent à apparaître dans notre routine de communication. Des appels manqués à cause d'horaires incompatibles, des réponses qui tardaient à arriver, des conversations interrompues par des engagements de l'autre côté. Rien de dramatique, juste l'érosion naturelle que la distance et le temps exercent sur les relations. C'est en mai, 4 mois après le départ de Lucas, que je ressentis ma première vraie expérience de jalousie à distance. Lors d'un de nos appels hebdomadaires, il mentionna incidemment un camarade de classe nommé André qui était devenu un ami proche. Il aime aussi l'astronomie, expliqua Lucas. En fait, son père a un observatoire privé chez lui. Il m'a invité à passer un week-end là-bas pour utiliser les télescopes professionnels. C'est génial, répondis-je en essayant de paraître sincèrement enthousiaste. Ce sera une opportunité incroyable. Oui, confirma-t-il. Et il y avait une excitation dans sa voix que je n'avais pas entendue depuis un moment. André en sait beaucoup plus que moi sur l'observation pratique. Il m'apprend des techniques que je n'avais jamais apprises. Après avoir raccroché, je restais allongé sur mon lit, pensant à André et à son observatoire privé, à la manière dont il pouvait offrir à Lucas des expériences que je ne pourrais jamais lui donner. Ce n'était pas seulement de la jalousie romantique, bien qu'il y en ait eu un peu aussi, mais une envie plus profonde de quelqu'un qui pouvait être présent d'une manière que je ne pouvais pas. Les semaines suivantes apportèrent plus de mentions d'André et des activités qu'ils faisaient ensemble. Des projets scientifiques, des excursions au planétarium, des nuits d'observation qui se prolongeaient jusqu'à l'aube. Lucas me racontait tout en détail, mais au lieu de me faire sentir inclus, ces descriptions ne faisaient que souligner à quel point j'étais en dehors de sa vie quotidienne. C'est lors d'une conversation en juin que je sentis pour la première fois que nous nous éloignions peut-être d'une manière que nous ne pouvions pas contrôler. « Désolé », dit Lucas au milieu d'une histoire sur un projet qu'il développait. « André m'appelle. Je peux te rappeler plus tard ?»« Bien sûr », répondis-je. « Pas de problème. » Mais il ne rappela ni ce soir-là, ni le suivant. Quand nous parlâmes enfin, 3 jours plus tard, l'explication était simple. Il s'était tellement impliqué dans le projet qu'il avait perdu la notion du temps, et quand il s'était souvenu de m'appeler, il était trop tard. « Ne sois pas fâché », a dit-il quand il remarqua ma froideur. « Tu sais que tu es important pour moi. »« Je sais, » répondis-je. « C'est juste que, parfois, j'ai l'impression de devenir une obligation dans ton emploi du temps, plutôt qu'une priorité. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Lucas. « C'est juste qu'il se passe beaucoup de choses ici, et parfois c'est difficile d'équilibrer tout. » Équilibrer. Ce mot résonna dans ma tête après que nous eûmes raccroché. C'était ce que notre relation était. Devenu un point dans la liste des choses que Lucas devait équilibrer, aux côtés de l'école, des nouveaux amis et de toutes les opportunités que sa nouvelle vie offrait. L'été apporta un changement inattendu. Lucas m'appela un matin de juillet avec une nouvelle qui changea tout. « Mes parents ont accepté que je passe 2 semaines chez vous, » dit-il, à peine capable de contenir son excitation. « En août, avant le début du second semestre. »
La joie que je ressentis fut intense et immédiate. 2 semaines, 14 jours pour retrouver l'intimité que nous avions perdue, pour nous rappeler pourquoi notre relation valait la peine de se battre. C'est sérieux? Demandai-je. Ils ont vraiment accepté? Oui, confirma-t-il. Surtout après que ton père a appelé le mien pour parler de ce programme d'initiation scientifique. Ils ont été impressionnés que vous vouliez m'aider même si je ne vis plus là-bas. Mon père avait maintenu un contact sporadique avec le père de Lucas, partageant des opportunités académiques et offrant son aide lorsque nécessaire. C'était typique de lui de transformer un geste personnel en quelque chose qui favorisait le développement éducatif de Lucas. Les 2 semaines précédant la visite passèrent dans une préparation fébrile. Je planifiais chaque jour, chaque sortie, chaque moment que nous passerions ensemble. Je voulais que ce soit parfait, une renaissance de ce que nous avions avant la séparation. Quand je vis enfin Lucas descendre de l'autobus à la gare, mon cœur fit un bond. Il était plus grand, les cheveux un peu plus longs, la peau bronzée par le soleil d'une autre ville. Mais quand il sourit en me voyant, c'était exactement le même sourire qui m'avait conquis sur l'Alameda d'Oipes plus d'1 an auparavant. Gabriel, dit-il mon nom comme s'il s'agissait d'un mot précieux qu'il n'avait pas prononcé depuis longtemps. Nous nous enlaçâmes là, au terminal, et pendant un moment, tout retrouva sa place. Les inquiétudes concernant la distance et les nouveaux amis disparurent, remplacés par la réalité physique de l'avoir à nouveau dans mes bras. Les premiers jours de la visite furent exactement comme je l'avais rêvé. Nous refîmes nos promenades préférées, retournâmes au belvédère pour observer les étoiles, passâmes des après-midi entiers dans la boutique de glace à essayer de nouveaux parfums. Lucas s'intégra à nouveau dans la dynamique de ma famille comme s'il n'était jamais parti, dînant avec nous, aidant mon père au jardin, discutant avec ma mère de ses projets académiques. Mais au fil des jours, je commençais à remarquer de petites différences. Lucas parlait constamment de sa nouvelle vie. André et les autres amis, des professeurs inspirants, des opportunités académiques inexistantes ici. Il n'y avait pas de malice dans ces conversations, juste un enthousiasme naturel, mais chaque histoire me rappelait que sa vraie vie était ailleurs. « Il faut que tu rencontres André quand tu viendras me voir », dit-il un soir alors que nous étions allongés dans ma chambre. « Vous allez super bien vous entendre. Il a le même humour que toi. »« Quand je viendrai te voir ?» demandai-je. On n'en avait pas parlé. « Bien sûr qu'on va en parler, » répondit Lucas. « Mes parents ont dit que tu pouvais passer les vacances de décembre chez nous. Ce sera génial. André a dit qu'on pourrait utiliser son observatoire quand on voudra. » La facilité avec laquelle il incluait André dans nos projets futurs me dérangea plus que je ne pouvais l'admettre. C'était comme si notre duo s'était naturellement élargi pour inclure une 3e personne que je ne connaissais pas, mais qui occupait clairement une place importante dans la vie de Lucas. Lors de la 2e semaine de la visite, nous eûmes notre 2e grande dispute. C'était une après-midi parfaite. Nous avions passé la journée au parc de la ville, fait un pique-nique, discuté de livres et de projets. Nous rentrions chez moi quand Lucas mentionna qu'André avait appelé la veille au soir. Il voulait savoir comment se passait la visite, expliqua Lucas, et je lui ai parlé du belvédère, de la boutique de glace, de comment tu m'as appris à marcher sur la ligne du trottoir. Tu lui as raconté nos souvenirs ? Demandai-je, une irritation soudaine me submergeant. Quelques-uns, répondit Lucas, perplexe face à ma réaction. Pourquoi ? Ça pose un problème ? C'est juste que... Ce sont nos moments, dis-je, sachant que je semblais possessif mais incapable de m'arrêter. Ce sont nos souvenirs spéciaux. Gabriel, dit Lucas en s'arrêtant pour me faire face. Tu es jaloux d'André ? Je ne suis pas jaloux, mentis-je. À nouveau exactement comme je l'avais fait avant son départ. C'est juste que tu parles de lui tout le temps. André par-ci, André par-là. Parfois j'ai l'impression qu'il en sait plus sur ta vie maintenant que moi. Parce qu'il est là, répondit Lucas, sa voix devenant légèrement impatiente. Parce qu'il fait partie de mon quotidien. Tu voudrais que je n'ai pas d'amis ? Non, répondis-je. Bien sûr que non. C'est juste que... Tu as changé, Lucas. Tu es différent. Différent comment ? Plus distant, expliquai-je. Comme si une partie de toi était toujours ailleurs, même quand tu es ici avec moi. Lucas resta silencieux un long moment, et je vis quelque chose se résoudre dans son expression. « Gabriel, dit-il doucement, toi,
Qu'aussi tu as changé. Comment? Tu es devenu plus inquiet, expliqua-t-il, plus anxieux à propos de nous, plus insécure. Avant, tu étais plus détendu, plus confiant. La distance a fait ça, répondis-je. Ne pas savoir où je m'intègre dans ta nouvelle vie. Tu t'intègres ici, dit Lucas en touchant ma poitrine à l'endroit du cœur. Tu t'intégreras toujours ici. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas avoir une vie là-bas aussi. C'était une vérité simple mais douloureuse. Il grandissait, s'adaptait, construisait une nouvelle vie qui incluait des gens et des expériences que je ne pouvais pas partager. Et au lieu d'être fier de son adaptation, je me sentais menacé par elle. Désolé, dis-je enfin, tu as raison, je suis devenu insécure et ce n'est pas juste envers toi. Tu n'as pas à t'excuser de ressentir ça, répondit Lucas, mais tu dois me faire confiance. Tu dois croire que ce qu'on a est assez fort pour survivre au changement. Les derniers jours de la visite, nous essayâmes de retrouver la légèreté des premiers jours, mais une ombre planait sur nos moments ensemble. Nous étions tous deux conscients que la despedida approchait, et nous traitions chacun à notre manière les changements que nous avions observés l'un chez l'autre. La veille de son départ, Lucas m'offrit un autre cadeau. Une simple bague en argent qu'il avait achetée dans une bijouterie locale. Pour que tu te souviennes, dit-il en glissant la bague à mon doigt, que même quand nous ne sommes pas au même endroit, nous faisons partie de la vie l'un de l'autre. Je ne pourrai jamais oublier, répondis-je en admirant comment la bague allait à ma main. Tu as changé qui je suis. Toi aussi tu m'as changé, dit-il. Tu m'as appris qu'on peut aimer quelqu'un sans essayer de le contrôler ou de le changer. La deuxième despedida au terminal fut plus difficile que la première, car cette fois, nous savions exactement ce que nous perdions. Il n'y avait plus l'innocence de la première séparation, quand nous croyions encore que rien ne changerait vraiment. La deuxième période de distance fut différente de la première. Nos conversations continuèrent, mais moins fréquemment et avec plus de formalité. Nous parlions d'études, de famille, de projets d'avenir, mais rarement de sentiments ou de la nature de notre relation. C'était comme si nous avions tacitement établi que certains sujets étaient trop délicats pour être abordés à distance. Lucas continuait à mentionner André régulièrement, mais je recevais désormais ces mentions avec plus d'équanimité. J'avais commencé à comprendre que la jalousie à distance était une perte d'énergie qui nuisait à tout le monde. En octobre, presque 2 ans après notre première rencontre, je reçus un appel qui changea tout à nouveau. « Gabriel », dit Lucas, et il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Il faut que je te dise quelque chose. » Mon estomac se noua automatiquement. Les conversations qui commençaient ainsi apportaient rarement de bonnes nouvelles. « Vas-y », dis-je me préparant au pire. « André m'a embrassé », dit-il directement sans détour. La semaine dernière, après une nuit d'observation, le silence qui suivit était chargé de toutes les implications que nous ne voulions pas verbaliser. « Et ?» demandai-je enfin, ma voix plus contrôlée que ce que je ressentais. Et je l'ai embrassé en retour, admit Lucas. C'était un moment, Gabriel. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas quelque chose que je voulais qui arrive. Mais c'est arrivé, constatai-je. C'est arrivé, confirma-t-il. Et maintenant, je ne sais pas quoi faire. Son honnêteté faisait plus mal que n'importe quel mensonge. Une partie de moi voulait crier, raccrocher, ne plus jamais lui parler. Mais une autre partie qui avait grandi et mûri au fil de nos 2 années ensemble, comprenait que ce qui s'était passé était inévitable. « Tu as des sentiments pour lui ?» demandai-je, surpris par mon propre calme. « Oui », répondit Lucas après une pause, « mais ils sont différents de ceux que j'ai pour toi. »« Différents comment ?»« Moins intenses, expliqua-t-il. Plus simple. Il est là, c'est facile d'être avec lui. Il n'y a pas toute la complexité de la distance et de la nostalgie. »« Et tu veux être avec lui ?» ?»« Je ne sais pas, » dit Lucas honnêtement. « C'est confus, Gabriel. Je t'aime, je t'aimerai toujours. Mais je suis aussi réaliste à propos de notre situation. » »« Quelle situation ? » ?»« On a 17 ans, dit-il doucement, et on essaie de maintenir une relation à distance indéfiniment. On ne sait même pas si on ira à l'université dans la même ville, si on pourra construire une vie ensemble à l'avenir. C'était tout à fait vrai, mais entendre ces mots à voix haute rendit la réalité incontournable. Alors,
Qu'est-ce que tu dis? Demandai-je. Que tu romps avec moi? Je dis qu'on doit peut-être être honnête sur ce qui est possible, répondit Lucas, et sur ce qui est juste pour nous deux. Nous restâmes silencieux un long moment, chacun assimilant le poids de la conversation que nous avions. Gabriel, dit Lucas enfin, as-tu déjà pensé à sortir avec quelqu'un de là-bas? La question me prit par surprise. Mais la réponse vint immédiatement. Non, dis-je, je n'y ai jamais sérieusement pensé. Je ne pourrais pas. Pourquoi pas? Parce que ce serait injuste, expliquai-je, pour moi et pour l'autre personne. Comment pourrais-je me donner complètement à quelqu'un quand une partie de moi t'appartiendra toujours? Peut-être que c'est ça qu'on doit apprendre, suggéra Lucas. Comment aimer quelqu'un sans lui appartenir complètement? C'était une idée révolutionnaire pour moi, qui avait toujours pensé à l'amour comme une dévotion totale, exclusive. Je ne sais pas si j'en suis capable, admis-je. Moi non plus, dit-il. Mais peut-être qu'on doit essayer. Nous terminâmes l'appel sans prendre de décision définitive. Mais nous savions tous les deux que quelque chose de fondamental avait changé. Ce n'était plus une question de savoir si notre relation survivrait à la distance, mais de quelle forme elle prendrait. Les semaines qui suivirent furent une période de redéfinition graduelle. Lucas et moi continuâmes à parler, mais notre dynamique avait complètement changé. Nous n'étions plus amoureux au sens traditionnel, mais nous n'étions pas non plus de simples amis. Nous naviguions dans un territoire émotionnel pour lequel nous n'avions pas de carte. Il me raconta qu'il avait décidé d'explorer ses sentiments pour André, mais de manière honnête et ouverte. Il ne cacha pas qu'il m'aimait encore, ni ne prétendit que notre relation n'avait pas été importante. André, d'après, Lucas avait accepté la complexité de la situation avec une maturité que je ne savais pas si j'aurais pu avoir à sa place. « Et toi ?» demanda Lucas lors d'une de nos conversations pendant cette période de transition. « Comment? Tu gères tout ça? » « J'essaie de comprendre, » répondis-je honnêtement. « Ça fait encore mal, mais ça a du sens aussi. Et d'une étrange manière, je suis reconnaissant pour ton honnêteté. » « Reconnaissant? Tu aurais pu mentir, expliquai-je. Tu aurais pu cacher les choses jusqu'à ce qu'elles deviennent intenables. Mais tu as choisi d'être honnête, même en sachant que ça me ferait mal. Tu mérites l'honnêteté, dit Lucas simplement. Tu l'as toujours mérité. C'est durant cette période que je pris une décision qui changerait ma propre trajectoire. Je décidai de postuler à des universités dans différentes villes, y compris certaines dans la région où vivait Lucas. Je ne faisais pas cela pour essayer de reconquérir notre relation amoureuse, mais parce que je réalisais que j'avais passé 2 ans à limiter mes propres possibilités par peur de m'éloigner encore plus de lui. Quand je parlais à mes parents de ma décision d'élargir mes options universitaires, ils me soutinrent pleinement. Nous t'avons toujours encouragé à chercher les meilleures opportunités, dit mon père, peu importe où elles se trouvent. Et Lucas? Demanda ma mère. Comment gère-t-il les changements dans sa vie? C'était typique d'elle de s'inquiéter du bien-être de Lucas même au milieu des complications de notre relation. Il grandit, répondis-je. Nous grandissons tous les deux, je pense. Le concours d'entrée à l'université arriva à la fin de l'année comme un ouragan d'anxiété et d'attente. J'avais passé des mois à étudier, à suivre des cours préparatoires, à faire des simulations interminables. Ma routine devint encore plus structurée qu'auparavant, si cela était possible. Je me levais à 5 heures du matin, étudiais jusqu'à 10 heures du soir, avec des pauses uniquement pour les repas et les exercices physiques recommandés pour maintenir mon cerveau en activité. Pendant cette période, Lucas et moi parlions moins, mais quand nous parlions, il y avait une qualité différente dans nos interactions. C'était comme si nous avions trouvé une nouvelle façon de nous connecter, une amitié profonde bâtie sur la base d'un amour qui s'était transformé mais n'avait pas disparu. « Comment vont les études ?» demandait-il, et je pouvais entendre une réelle préoccupation dans sa voix. « Intense, répondais-je, mais bonne. Et toi? Comment se passe la dernière année? » Intense aussi, disait-il. André et moi envisageons de passer le concours pour la même université. On veut étudier ensemble. Ces mentions ne me faisaient plus aussi mal qu'avant. J'avais commencé à accepter que Lucas construisait une nouvelle vie, et que cela ne diminuait pas nécessairement ce que nous avions partagé. Les résultats des concours arrivèrent en janvier,
2 ans et demi après notre première rencontre sur l'Alameda d'Ossipes. J'avais été accepté dans 3 universités différentes, dont une fédérale dans la ville où vivait Lucas. Quand je l'appelai pour lui annoncer la nouvelle, il fut sincèrement heureux. « Gabriel, c'est incroyable, » dit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. « Tu vas accepter ?»« Je n'ai pas encore décidé, » répondis-je. « Je veux être sûr de choisir pour les bonnes raisons. » Quelles seraient les bonnes raisons? Les opportunités académiques, dis-je. La qualité du programme, les perspectives d'avenir. Et pas à cause de moi? Demanda-t-il directement. Pas seulement à cause de toi, corrigeai-je, mais pas malgré toi non plus. Tu fais partie de ma vie, Lucas. Tu en feras toujours partie, mais je ne veux pas que cette décision soit uniquement à propos de notre relation. Je comprends, dit-il, et je pense que c'est la bonne approche. Je passais des semaines à peser les options, à discuter avec mes parents, mes professeurs, à consulter les classements universitaires. Finalement, je choisis l'université fédérale dans la ville de Lucas, mais pas seulement à cause de lui. C'était véritablement le meilleur programme pour mon domaine d'intérêt, avec une excellente réputation et des opportunités de recherche qui m'enthousiasmaient. Quand je l'annonçai à Lucas, il resta silencieux un moment. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. « Tu es sûr que tu ne le regretteras pas ?»« Je suis sûr que je veux essayer, » répondis-je. « Je ne sais pas comment ce sera, je ne sais pas quel genre de relation nous aurons quand je serai là, mais je sais que je veux le découvrir. »« Moi aussi je veux le découvrir, » dit-il. « Mais tu dois savoir que les choses sont différentes maintenant. André et moi... » « Je sais, » l'interrompis-je doucement, « et c'est ok. Je ne reviens pas pour récupérer quelque chose qui était. Je viens pour découvrir quelque chose qui pourrait être. » La transition vers l'université eut lieu en mars. Mes parents m'aidèrent avec le déménagement, transportant des cartons dans un petit appartement que je partagerais avec un autre étudiant de première année. C'était étrange d'être dans la même ville que Lucas, après presque 2 ans de distance, mais aussi excitant. Notre première rencontre, en personne, eut lieu dans un café près du campus, 3 jours après mon arrivée. Quand je le vis entrer, mon cœur fit le même bond que d'habitude, mais il y avait quelque chose de différent dans la manière dont je le percevais. Il était plus grand, plus mûr, il se tenait avec une assurance qu'il n'avait pas à 17 ans. Et il y avait quelqu'un d'autre avec lui. André était exactement comme je l'avais imaginé. Grand, cheveux blonds, sourire facile, la même passion pour l'astronomie brillant dans ses yeux quand il parlait de sujets qui l'intéressaient. Il n'était pas difficile de comprendre pourquoi Lucas avait été attiré par lui. « Gabriel, » dit Lucas quand ils arrivèrent à ma table, « voici André. »« Enfin, » dit André en tendant la main avec un sourire sincère. « J'ai tellement entendu parler de toi que j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. » Il n'y avait ni hostilité ni compétition dans son attitude, juste une curiosité amicale pour la personne qui avait été si importante dans la vie de Lucas. Nous passâmes 2 heures à discuter, et progressivement, la tension initiale laissa place à une dynamique plus naturelle. André était intelligent, drôle, et sincèrement intéressé à faire ma connaissance. Lucas observait nos interactions avec un mélange d'anxiété et d'espoir, visiblement désireux que nous entendions bien. « Vous devriez venir à l'observatoire vendredi prochain, » suggéra André alors que nous nous préparions à partir. « Il y aura une pluie de météores qui promet d'être spectaculaire. » Je regardais Lucas, cherchant un signe de ce qu'il ressentait à propos de l'invitation. « Ce serait cool, » dit-il, « si tu veux venir. »« Je veux, » répondis-je, surpris par ma propre sincérité. La soirée à l'observatoire fut révélatrice à bien des égards. Voir Lucas dans son élément, partageant sa passion pour l'astronomie avec des gens qui comprenaient et appréciaient vraiment son savoir, me fit réaliser à quel point il avait grandi et évolué pendant notre temps séparés. André était un hôte généreux, expliquant patiemment comment utiliser les différents télescopes, pointant des constellations que je n'avais jamais remarquées, partageant des faits sur les planètes et les étoiles, avec un enthousiasme contagieux. Mais ce qui m'impressionna le plus fut la manière dont lui et Lucas interagissaient. Il y avait de l'affection entre eux, sans aucun doute, mais il y avait aussi de l'espace. André n'était ni possessif ni jaloux de ma présence, et Lucas ne se sentait pas obligé de choisir entre m'accorder de l'attention ou à lui.
C'était une dynamique mature qui parlait en faveur de chacun d'eux. Tu avais raison, dis-je à Lucas quand nous eûmes un moment seuls. C'est une bonne personne. J'avais peur que vous ne vous entendiez pas, admit Lucas. Ça aurait été compliqué s'il y avait eu de l'hostilité. Pourquoi ça aurait été compliqué? Demandai-je, sincèrement curieux. Parce que vous êtes tous les deux importants pour moi, expliqua-t-il, de manière différente mais importante. C'était la première fois qu'il exprimait explicitement que j'avais encore une place significative dans sa vie, malgré tous les changements survenus. Et moi, demandai-je, où est-ce que je m'intègre dans tout ça? Lucas réfléchit un moment avant de répondre. Tu es mon histoire, dit-il enfin. André est mon présent. Je ne sais pas encore comment sera l'avenir, mais je sais que vous faites tous les deux partie de qui je suis. Les mois qui suivirent furent une période de découverte et d'adaptation. Progressivement, je développais une véritable amitié avec André, basée sur des intérêts communs et un respect mutuel. Parfois, nous sortions tous les trois ensemble, et bien qu'il y ait eu des moments étranges, il y avait aussi de vrais moments de plaisir. Lucas et moi trouvâmes une nouvelle manière de nous connecter. Nous n'étions plus amoureux, mais nous étions quelque chose de plus profond que de simples amis. Il y avait une intimité émotionnelle entre nous qui transcendait les définitions romantiques traditionnelles. Nous pouvions parler de tout, nous soutenir dans les moments difficiles, partager joie et réussite. Je commençais aussi à sortir avec d'autres personnes, chose que je n'avais pas réussi à faire pendant les années de relations à distance. C'était des relations légères, des explorations de compatibilité et de chimie qui m'aidèrent à mieux comprendre qui j'étais, hors du contexte de ma connexion avec Lucas. Comment était le rendez-vous? Demanda Lucas, après que j'eus mentionné sortir avec un camarade de cours. Bien, répondis-je honnêtement. Différent mais bien. Différent comment? Plus simple, expliquai-je. Moins intense. Je ne sais pas encore si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Peut-être que c'est juste différent, suggéra Lucas. Ni mieux ni pire, juste une expérience différente. C'était une perspective que j'apprenais à apprécier, l'idée que différents types de relations pouvaient coexister sans avoir besoin d'être comparés ou classés hiérarchiquement. Le moment qui définirait notre dynamique future eut lieu à la fin de la 2e année d'université. Lucas et André avaient rompu, pas à cause de drame ou de trahison, mais parce qu'ils avaient réalisé qu'ils voulaient des choses différentes pour l'avenir. André voulait poursuivre ses études à l'étranger, et Lucas avait décidé de rester au Brésil pour faire un master. « Comment tu gères ça ?» demandai-je quand Lucas me raconta la rupture. « Triste, admit-il, mais en paix aussi. Nous savions que ça pouvait arriver et ça s'est fait de manière amicale. Et maintenant je veux me concentrer sur mes études, dit-il, et sur découvrir qui je suis quand je ne suis pas défini par une relation amoureuse. » C'était une approche que je respectais et comprenais. Nous avions tous deux passé nos années de formation à naviguer dans des relations complexes. Peut-être était-il temps d'explorer notre individualité. Mais quelques semaines après la rupture de Lucas avec André, quelque chose d'inattendu se produisit. Nous étudions ensemble à la bibliothèque, préparant les examens finaux, quand il me regarda par-dessus les livres et dit « Gabriel, je peux poser une question ?»« Bien sûr. Ressens-tu encore quelque chose pour moi ?»« Romantiquement, je veux dire. » La question me prit complètement au dépourvu. Cela faisait des mois que nous ne pensions plus à notre dynamique en termes romantiques. « Pourquoi tu demandes ça ?» répondis-je, gagnant du temps pour réfléchir. « Parce que dernièrement, je me suis demandé si peut-être on avait essayé de grandir et de passer à autre chose trop vite, expliqua-t-il. S'il y avait peut-être encore quelque chose à explorer entre nous. Je le regardais, vraiment regardais, pour la première fois depuis longtemps. À 20 ans, Lucas était devenu un homme. Les traits que j'avais, trouvés attirants à 17 ans, étaient toujours là, mais affinés, mûris. Et oui, je ressentais encore quelque chose. Oui, admis-je, mais c'est différent maintenant. Différent comment? Moins désespéré, expliquai-je. Moins possessif, plus choisi, si ça a du sens. Lucas hocha la tête comme s'il comprenait exactement ce que je voulais dire. « Tu voudrais essayer quelque chose ?» demanda-t-il. Sans pression, sans attente sur l'avenir, juste pour voir ce qui se passe.
La question faisait écho à des conversations que nous avions eues des années auparavant, mais elle venait maintenant d'un lieu de maturité et d'expérience que nous n'avions pas à l'époque. Oui, répondis-je. J'aimerais. Notre deuxième commencement fut complètement différent du premier. Il n'y avait ni urgence, ni intensité adolescente. À la place, il y avait une exploration prudente et consciente de qui nous étions maintenant, et de comment nous pouvions nous intégrer dans la vie l'un de l'autre. Nous commençâmes lentement, des dîners occasionnels, des promenades dans les jardins de l'université, des sessions d'études qui se prolongeaient en conversations profondes sur nos rêves et nos peurs actuelles. Il fallut presque 2 mois pour notre premier baiser de cette deuxième phase, et quand il eut lieu, ce fut avec une pleine conscience de toutes les complexités que nous portions. C'est étrange, dit Lucas après que nous nous fûmes embrassés par une nuit d'automne. Embrasser quelqu'un que je connais si bien, mais qui est aussi différent. Étrange bien ou étrange mal? Demandai-je. Définitivement, bien, répondit-il en souriant. Comme revisiter un endroit qu'on aimait et découvrir qu'on l'aime encore, mais pour des raisons différentes. Notre nouvelle dynamique n'était pas sans défi. Nous devions tous deux naviguer dans les souvenirs de notre relation précédente, les expériences que nous avions eues séparément, et les attentes, ou leur absence, pour l'avenir. Mais il y avait aussi une liberté dans cette deuxième chance qui n'existait pas dans la première. Nous savions que nous pouvions survivre séparés. Nous savions que nous pouvions aimer d'autres personnes. Nous savions que notre relation n'était pas une question de nécessité mais de choix. Et peut-être que cela rendait tout plus précieux. 6 mois après notre deuxième commencement, alors que nous marchions sur le campus par une nuit étoilée, Lucas s'arrêta, soudainement. « Qu'est-ce qu'il y a » demandai-je. « Tu te souviens de la première fois qu'on a marché ensemble » dit-il. « Sur l'Alameda dos Cipes, quand tu marchais sur la ligne du trottoir ?»« Je me souviens, » répondis-je. « Tu pensais que je m'entraînais pour le cirque. Et tu disais que c'était idiot, mais en réalité, tu te mettais au défi, » continua-t-il. « Tu essayais d'équilibrer des choses qui semblaient impossibles à équilibrer. Où veux-tu en venir ?» Lucas s'arrêta et me fit face, ses yeux brillants sous la lumière des lampadaires du campus. « Je pense qu'on a passé ces dernières années à essayer de trouver un équilibre, » dit-il, « entre l'indépendance et la connexion entre la croissance individuelle et la relation entre le passé et l'avenir. Et on y est arrivé? On y arrive, corrigea-t-il, chaque jour, un pas à la fois. C'était une métaphore parfaite pour où nous en étions. Nous n'étions plus des adolescents essayant désespérément de s'accrocher l'un à l'autre, mais de jeunes adultes apprenant à marcher ensemble en équilibre, chacun suivant sa propre ligne, tout en choisissant de partager le même chemin. « Gabriel, » dit Lucas en prenant ma main, « je veux continuer à essayer de trouver cet équilibre avec toi. Je ne sais pas comment ce sera dans 5 ou 10 ans, mais je sais que je veux le découvrir avec toi. » Moi aussi, répondis-je. Et pour la première fois depuis des années, je sentis que j'étais exactement là où je devais être. Mais cette fois, on va y aller doucement, doucement, acquiesça-t-il, un pas à la fois. En rentrant vers nos appartements, je réalisais que j'avais appris quelque chose de fondamental sur l'amour. Ce n'était pas une question de possession ou de contrôle, pas une question d'intensité constante ou de promesses irréalistes sur l'avenir. C'était une question de choix conscient, de croissance mutuelle, et de courage pour construire quelque chose de nouveau sur les fondations de quelque chose qui avait été précieux, même quand cela n'avait pas fonctionné. Certains amours sont des ouragans qui transforment tout sur leur passage. D'autres sont comme des étoiles, parfois distantes mais toujours là, offrant lumière et direction à ceux qui savent regarder. Lucas et moi avions expérimenté les deux, et maintenant nous apprenions une troisième forme. L'amour comme un équilibre conscient, comme un choix renouvelé chaque jour, comme une croissance partagée qui honorait à la fois qui nous étions et qui nous devenions. Sur l'Alameda dos Cipes des années auparavant, j'avais essayé de marcher sur une ligne droite sans tomber. Maintenant je comprenais que le véritable équilibre ne consistait pas à ne jamais tomber, mais à apprendre à se relever, à ajuster sa trajectoire et à continuer de marcher, parfois seul, parfois accompagné, mais toujours vers quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Et quand je regardais Lucas cette nuit-là, souriant à mes côtés sous les étoiles qu'il m'avait appris à reconnaître,
Je sus que j'avais trouvé mon équilibre.